La première ministre Judith Suminwa a reçu le président de l'intersyndicale de l'ONATRA. Deux grands dossiers étaient à l'ordre du jour, à savoir les arriérés des salaires et la relance des activités de cette entreprise publique transformée en société commerciale. La population de Mongafula essaie de lancer les NESAF comme traversée d'un côté comme de l'autre pour cause l'effondrement du pont qui relie les deux municipalités au niveau d'Indjili. Vous informer sur notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa a reçu le président de l'intersyndicale de l'ONATRA. Deux grands dossiers étaient à l'ordre du jour, à savoir les arriérés des salaires et la relance des activités de cette entreprise publique transformée en société commerciale. Je vous laisse suivre Armand Ossacé à l'issue de cette audience. Suivez. D'abord, premièrement, nous rendons vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, je remercie sincèrement Madame la Première ministre parce qu'elle vient de me recevoir plus de 2 heures du temps pour discuter par rapport à tout ce qui se passe à l'ONATRA. Vous savez que les travailleurs et les actifs et les retraités croupissent dans la misère la plus noire, 5 mois de paiement et la situation chaotique. Aussi, présenté plein directeur à son Excellence Madame la Première ministre pour la relance de l'ONATRA. Nous avons un programme directeur de sites pour la ville de Kinshasa, aussi bien les taxis fluviaux. Concernant le volet social, les arriérés des salaires, les salaires dans les mois et toutes les dispositions sont prises. Et là, je me réserve de donner le détail parce que nous attendons la lettre de l'autorité. Et donc, la Première ministre a pris en compte notre cahier de charges et puis elle va répondre favorablement. Donc, tout est bien passé. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer tout le travail de l'ONATRA que je viens d'être reçu par la Première ministre pour notre dossier de social, les arriérés et les dispositions sont prises. Restons toujours dans l'actualité après l'échange avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, rassure les élus nationaux de l'examen en plénière des accords issus de différents processus de paix en cours avant leur conclusion. Il est au micro de Sarah Kindela. Suivez. Députés, chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues, il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays.
Autre chose, dans le cadre du procès des parcs agro-industriels de Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle condamne à 10 ans de prison l'ancien Premier ministre et actuellement député national, Augustin Matata-Ponyo Mampon. Suivez cet élément de Junior Twendeli. Le fait pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin. La décision vient de tomber. L'ancien Premier ministre et actuellement député national, Augustin Matata Ponyo Mapon, est condamné à 10 ans de travaux forcés et confiscation de ses biens. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle lors de l'audience du prononcé sur le procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo installé dans la province du Kwango. Ce qui revient à dire que Augustin Matata Ponyo est coupable de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, un projet si bénéfique pour le pays. La Cour constate que le prévenu Matata Ponyo s'est rendu coupable de détournement des deniers publics avec les prévenus Globler Christo Stéphanous et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Il s'agit de deux faits commis séparément. La Cour relève que les deux infractions de détournement des deniers publics, l'une commise avec la participation du prévenu Globler Christo Stéphanous et l'autre avec les prévenus Mutombo Mwananyembo de Ogasias, sont en concours matériel. La Cour condamnera dès lors les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, respectivement à 5 ans de travaux forcés pour les détournements commis en participation avec le prévenu Globler Christo Stéphanous et à 5 ans de travaux forcés pour les détournements perpétrés en participation avec les prévenus Mutombo Mwananyembo de Ogasias. D'où la peine de 10 ans de travaux forcés sera prononcée contre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin. Les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quels que soient les propriétaires. Et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour les juges qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes. Augustin Matata Ponyo Mapon et ses co-accusés verront leurs biens être confisqués et vont devoir restituer à l'État congolais tous les fonds détournés. Restons toujours dans ce chapitre, la conclusion du procès Bukangalonzo par la Cour constitutionnelle pour une peine de 10 ans de travaux forcés est saluée par l'analyste politique Pascal Makoni qui est au micro de Héritier Sekome et Andy Chibaon. L'arrêt de la Cour vient réconforter les ententes des Congolais. Parce que nous sommes dans un pays où l'impunité a régi comme mode de gestion. Les gens, depuis une certaine époque, les gens étaient là que pour eux et non pour la population. Ils peuvent être là. Vous avez suivi, non loin d'hier, quelqu'un qui est passé au travers d'une interview pour dire d'abord on se partage et la question des projets vient après. Donc c'est pour dire l'arrêt de la Cour vient nous réconforter et nous donner encore la force pour dire que le Congo a besoin de cette justice-là, qui met tout le monde devant la barre et que tout le monde qui est coupable doit purger sa peine en prison. Mais seulement, je voulais dire, pour interpeller à la Cour, que ça ne soit pas des décisions comme nous l'avons déjà vécu. Donc on fait des bruits, des folkloriques, c'est-à-dire on a fait un arrêt et à la suite, la personne va en prison 1 mois, 2 mois, 1 année. Non, il a l'appel ou il est amnistié par le président. Et l'argent est parti. C'est bien de prendre la décision, c'est bien de faire cet arrêt, mais aussi nous devons en savoir plus. Est-ce que l'argent sera retourné? J'aimerais aussi tirer une sonnette d'alarme à ceux qui gèrent aujourd'hui. L'affaire Bukangalonzo, c'est une affaire du régime passé qui a rebondi après. Pour dire, aujourd'hui tu es Premier ministre, aujourd'hui tu es ministre, aujourd'hui tu es mandataire. Serre la ceinture là où tu es. Parce que demain ou après-demain, le régime peut changer. Tu seras aussi comme Matata Ponyo. Et de son côté, Basile Okoko, analyste politique, condamne le déroulement et la conclusion du procès Bukangalonzo où la Cour constitutionnelle vient de condamner l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour 10 ans de travaux forcés. Il est au micro de Christian Alissou pour suivre.
Premièrement, la justice élève une nation. La manière dont nous avons vu le dossier Boukangalonzo se dérouler, ce n'est pas la manière à laquelle on s'attendait. Parce que comment ça fait-il un député national qui peut être, n'est-ce pas, jugé sans procès équitable, sans avoir levé ses immunités? Alors nous avons juste constaté que c'est du cosmétique politique qui a eu une prédominance dans un dossier judiciaire. C'était une justice de 2 poids 2 mesures parce qu'actuellement, il y a des gens qui ont détourné des millions. Il y a même certains qui se sont partagés l'argent de projets pour réfléchir après comment ils vont se protéger. Mais tous ces gens ne sont jamais inquiétés jusqu'à aujourd'hui. Alors nous nous demandons pourquoi seulement Matata Ponyo, pendant que le pays a besoin d'une cohésion nationale. Ce n'est pas en condamnant Matata Ponyo que la question de l'insécurité à l'Est sera résolue. Ce n'est pas en condamnant Matata Ponyo que les Congolais, les sociétés des Congolais sera résolu. En ce moment que nous traversons, le pays a besoin d'une cohésion. Le pays a besoin que les filles et fils de ce pays puissent fédérer tous autour d'une table en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes qui guettent notre patrie. Je l'annonçais dans le titre, la population de Mongafula et celle de Lancélé ne savent pas comment traverser d'un côté comme de l'autre pour cause de l'effondrement du pont qui relie les 2 municipalités au niveau de Ndili, suivez ce constat de Agathe Miezi. C'est par des échelles en bois de fortune installées contre le béton du reste de la structure qui servent de tremplin pour les passants, initiés par quelques jeunes courageux du quartier Ndjili Kilambo dans la commune de Mongafula, moyennant 500 francs congolais. Des poteaux électriques de sociétés possédant des carrières vers Ndjili Brasserie ont également cédé, représentant un réel danger pour les habitants de ce coin de la capitale qui se baignent dans la rivière Lukaya, ainsi que de casseurs de pierre. Mbula ebetaki ya makasi ata miso ekolakisa ndenge bandako ebebaki biloko nyonso ezalaki na kati ya ndako wana ememamaki na mbula wana. Yango nde tokomi konyokoma mpona kotraverse ndenge nazokende losambo sikoyo. Il faut moi quelque chose mpona bandeko na biso oyo bazosala banzete na bango. Il faut kosunga bango pesa soki bango te na banzete na bango wana eloko moko ekozala malonga te. Interrogé le chef du quartier, ce dernier affirme qu'un plaidoyer a été fait concernant la situation et une passerelle s'est construite en faveur de la population qui sera gratuite. C'est un pont qui date de l'époque coloniale. Malheureusement, il a été fondé par les eaux de pluie. On ne peut que demander à l'État congolais de prendre soin de cette population qui n'arrive plus à traverser facilement. Donc si jamais, profitant de la saison sèche, on peut arriver à remblayer cet espace, et pourtant, c'est trop facile peut-être, on prend soin de cette population. Aux autorités compétentes d'agir le plus vite que possible afin de soulager les habitants de ces quartiers qui sont victimes de pertes de parcelles et plusieurs autres biens. Direction la province de Tanganyika, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, en ce jour dans la province pour apporter une assistance aux déplacés venus de Goma et Bukavu, mais aussi aux sinistrés de pluie diluvienne qui a frappé la province. Suivez ces détails. C'est dans le cadre de l'action gouvernementale en faveur des populations sinistrées que la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, s'est mobilisée pour apporter une réponse humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, ainsi qu'aux victimes de pluies diluviennes ayant frappé la province de Tanganyika. Une mission humanitaire de grande envergure. Le mardi 20 mai, Nathalie Aziza Mounana, accompagnée de sa délégation, a atterri à l'aéroport de Kainda dans la province de Tanganyika.
Envoyée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la ministre a pour mission d'évaluer la situation sur le terrain et définir les mesures d'accompagnement du gouvernement central envers les familles sinistrées, les jeunes et les personnes âgées. Il est de mon devoir de venir ici, mais je dois respecter la hiérarchie. Le gouverneur est venu rendre compte au président de la République et le président a pris la décision de me dépêcher. Il a instruit à notre Premier ministre, Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, elle m'a instruit de rentrer aujourd'hui avec le gouverneur, dont je viens me rendre compte de la réalité du terrain pour voir dans quelle mesure le gouvernement central doit accompagner les victimes, les ménages qui sont touchés, la jeunesse, les personnes âgées de 3e âge. Donc j'ai tout un programme pour les soutenir, pour intervenir avec une bonne réponse humanitaire, pour les consoler en disant le gouvernement central est sensible. Donc c'est ma raison d'être aujourd'hui à Kalemi. Une réponse coordonnée et concertée depuis le début de la crise. Le gouverneur de Tanganyika, Christian Kitungu, s'est investi pour mobiliser l'attention des autorités nationales. En conclusion, les sinistrés ont pu exprimer leurs préoccupations à l'envoyé spécial de la première ministre, Nathalie Azizamunana, qui va compiler l'ensemble des informations recueillies afin d'établir un bilan. Le cours d'analyse économie dispensé en LMD en économie à l'université Révérend Kim se base sur deux agents, le consommateur et le producteur. Suivez cet élément de notre équipe qui était sur place. Les coûts totaux, on a les coûts variables plus les coûts fixes. Au programme des enseignements prévu pour la promotion de L1 LMD en économie, le législateur a prévu le cours d'analyse économique. Celui-ci a deux parties, à savoir l'analyse microéconomique et l'analyse macroéconomique. Le professeur Billy Bilolo, chargé de ces cours de la faculté des sciences économiques à l'université Révérend Kim, parle ici de la quintessence de la matière. Ici, nous analysons les agences économiques individuelles. La microéconomique fait des analyses des ménages, des entreprises, le comportement des ménages, le comportement des entreprises, le comportement de consommation, le comportement de production et le comportement de marché. Parce que les producteurs et les consommateurs se rencontrent sur le marché. Comment, quelles sont les conditions pour que cet échange-là soit profitable à chacun d'eux? Et dans l'analyse microéconomique tout à l'heure, j'ai parlé des coûts de production aux étudiants. Je leur disais que dans le coût de production, on a les coûts variables et les coûts fixes. Des coûts variables et coûts fixes, on peut déduire les coûts moyens et les coûts marginaux. Les coûts moyens, c'est quoi? C'est le coût total sur la quantité. On voit comment évolue l'ensemble de la production par rapport au niveau de quantité. Et les coûts variables, là nous entrons dans une autre dimension, c'est la variation du coût total par rapport à la quantité. Ici de signaler que le cours d'analyse économique se base sur deux agents, les consommateurs et les producteurs. Et bouclons ce journal par cette information. L'ASV Club a fait un match nul de 0 but partout avec le TP Mazembe au stade de Martyrs pour le compte de la 8e journée du championnat national Ligue 1 Illico Cash, mardi 20 mai 2025. Suivez ces commentaires de Andy Chibaon. C'est sur un score de 0 but partout que les grands classico-congolais opposant l'ASV Club au TP Mazembe s'est achevé au stade de Martyrs le mardi 20 mai 2025 pour le compte de la phase aller des playoffs d'Illico Cash Ligue 1. Un duel équilibré pour se relancer au classement. Les Moscovites ont eu une occasion d'ouvrir la marque à la 3e minute de jeu que Djouma Chabani a servi à Fane Djambaye qui n'a pas reçu marquer le but. À son tour, le Corbeau domine à la 15e minute de jeu par une contre-attaque de Bongeli qui élimine facilement Djouma Chabani et intercale par Mardoché Lulendo juste à l'entrée de la surface. Il faut noter que l'ASV Club reste à la 5e place avec 12 points en cette sortie, suivi de Mazembe qui pointe à la 6e position avec 10 points.
C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, la Première ministre Judith Suminwa a reçu le président de l'intersyndicale de l'ONATRA. De grands dossiers étaient à l'ordre du jour, à savoir les arriérés des salaires et la relance des activités de cette entreprise publique transformée en société commerciale. Mais aussi, la population de Mongafola et celle de Lancélé ne savent comment traverser d'un côté comme de l'autre pour cause l'effondrement du pont qui relie les deux municipalités au niveau d'Indjili. Voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Le programme des obsèques de Chancellerie Mbwangi Mpumo se présente de la manière suivante. Mercredi 21 mai 2025, veille mortuaire à la salle fédérale, 6 sur l'avenue Ngiringiri, dans la commune de Ngiringiri, référence station Bambolé. Jeudi 22 mai, à 9h juste, levée du corps de l'illustre disparu à la morgue de Kintambo, suivi du recueillement et départ pour le cimetière de Mingadide. Ces communiqués tient lieu de faire part. Pour Ginelle Pezo, journaliste à CBS Télévision. La famille Sana Ouachamala a la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances des décès de leur père, oncle et grand-père Godin Sana Ouachamala, mort survenu le mardi 13 mai à l'hôpital Ngalima Center de suite d'une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 23 mai 2025, veille mortuaire en l'espace Centre Nganda, référence station Ma Campagne. Samedi 24 mai 2025, levée du corps à la morgue de l'hôpital Kanchachi pour l'inhumation à la nécropole 1. Ces communiqués tient lieu de faire part.